Bon, c'est officiel alors, la saga judiciaire autour de Disney Lorcana est terminée. Oui, enfin. Une conclusion par règlement amiable fin octobre 2025. On avait d'ailleurs pas mal détaillé ça dans notre article récent. Exactement. Pour remettre un peu de contexte, c'était Upper Deck, un gros nom des cartes à jouer, qui accusait Ravensburger. Tout à fait, et Ryan Miller aussi, un des concepteurs de Lorcana, qui avait bossé pour Upper Deck avant. L'accusation, c'était quoi déjà? Plagiat? En gros, oui. Utilisation de mécanique d'un jeu non publié d'Upper Deck, Rush of Icor, pour créer Lorcana. Ah oui, vu le succès de Lorcana, ça aurait pu être compliqué. Bon, alors, on décortique un peu ce règlement. Qu'est-ce que ça implique vraiment? Alors, le point final, c'est ce règlement. Après quand même plus de 2 ans de procédure. Ravensburger qui verse 39 000 $ US à Upper Deck. 39 000 $? Attends, ça paraît très peu, non? Vu les enjeux, la popularité de Lorcana, c'est presque symbolique. C'est tout à fait ça, symbolique. En fait, ce montant, ça correspond pile aux honoraires que Ryan Miller avait reçus d'Upper Deck pour son travail sur Rush of Icor. Ah d'accord. Et Ravensburger a même dit être, je cite, « ravi de rembourser cette somme pour clore le dossier ». Ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans une reconnaissance de plagiat, quoi. Mhm. C'est plus un geste pour dire « Ok, on arrête là Voilà, pour tourner la page. ». C'est vrai. Ouais, c'est intéressant comme approche. Pourtant, au départ, les accusations de Upper Deck, elles étaient quand même assez lourdes. Vol de propriété intellectuelle, c'est pas rien. Ah non, c'était sérieux. Il parlait de mécanique de jeu, du système de ressources, même de mots-clés. La plainte listait pas mal de choses, subversive violation de contrat par Miller, évidemment, Oui, utilisation abusive de pays, incitation à la rupture de contrat contre Ravensburger, fraude, concurrence déloyale, et le point chaud, euh, la contrefaçon de droits d'auteur. Et c'est là-dessus, sur cette histoire de droits d'auteur, que ça a coincé pour Upper Deck, c'est ça? c'est un peu le cœur du truc. Exactement. C'est le point clé, vraiment. Juste avant ce règlement, en octobre 2025, il y a eu une décision importante de la juge Kimberly Evanson. Ah oui, Elle a rejeté toutes les accusations liées à la violation de droits d'auteur. C'était une décision majeure. ah, d'accord. Ok, ça explique sans doute le montant très bas du règlement final. Mais pourquoi ce rejet? Si ça portait sur des éléments de jeu concrets? Eh bien parce que la juge a rappelé un principe fondamental, en tout cas en droit américain, les règles de jeu, les mécaniques, les systèmes, tout ça c'est considéré comme des idées, des processus. Des idées. Et les idées en soi, elles ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Ce qui est protégé, c'est l'expression spécifique de ces idées. C'est-à-dire? Le texte précis des règles, les illustrations, l'univers, le nom des cartes, ça oui, mais la mécanique sous-jacente, non. Je vois. Donc, même s'il y avait des ressemblances dans le fonctionnement des jeux, ce n'était pas une violation de droit d'auteur pour la justice américaine. C'est tout à fait ça. Ces mécaniques, en quelque sorte, elles appartiennent à un domaine public ludique, si on veut, une base commune. Intéressant. Les créateurs piochent dedans, combinent, améliorent. C'est comme ça que l'innovation se fait souvent. Ce jugement, ça a donc mis Upper Deck dans une position difficile. Donc, si on résume la chronologie, Upper Deck porte plainte en juin 2023, puis jugement clé qui rejette les droits d'auteur en octobre 2025, voilà. Et quasi immédiatement après, le 27 octobre, l'accord de règlement est annoncé. Logique. Une fois le gros morceau des droits d'auteur écarté, il restait peut-être la question du contrat entre Miller et Upper Deck. Mais le règlement a permis d'éviter un procès là-dessus qui aurait pu être long et cher. Et alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi les conséquences? Ce qui est assez fascinant, c'est que l'issue est vue comme une victoire pour Ravensburger, bien sûr, mais aussi, plus largement, pour la liberté de créer dans le jeu. Ah oui. Philippe Franck de Ravensburger l'a dit, nous n'avons rien fait de mal et cette issue le reflète. Ça confirme un peu cette idée, que les designers peuvent s'inspirer de mécaniques existantes, les mixer, les adapter, sans forcément craindre un procès pour plagiat des mécaniques elles-mêmes. Exactement. Si on prend un peu de recul, ce jugement renforce l'idée que l'innovation dans le jeu, ça passe beaucoup par l'itération, par l'inspiration mutuelle sur les systèmes de jeu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour pas mal de créateurs. En somme, l'affaire Lorcana confirme que les mécaniques, c'est un peu la boîte à outils commune. Tout le monde peut utiliser les mêmes outils pour construire quelque chose de différent. C'est une bonne image, oui. L'innovation peut continuer sur cette base. Voilà. Par contre, ça soulève quand même une question pour l'avenir, je trouve. Si les mécaniques sont libres, l'affaire montre aussi que les contrats, eux, ils restent bien réels et contraignants. Ah oui, le contrat entre Miller et Upper Deck. Exactement. Quel équilibre ça dessine, du coup, pour les collaborations futures entre les créateurs, les freelances et les éditeurs?
Comment protéger les idées sans freiner l'inspiration? C'est une question intéressante à méditer, je crois.